Bernard Francou, nous sommes à Puy-Saint-Vincent. Nous sommes le 28 octobre 2025. Bernard, bonjour Bonjour. et merci de me recevoir dans ce chalet à l'ombre à Puy-Saint-Vincent. Puy-Saint-Vincent l'a protégé des vents, mais actuellement dans ce versant-là, la protégé du soleil aussi. Alors avant de converser et de parler, je suis sûr, beaucoup de montagnes, la tradition veut que tu commences à répondre à la question qu'a posée donc Jean-Marie Galino, c'est-à-dire la précédente personne que j'ai rencontrée. Je te connais pas, ou je ne te connais pas, un ou une ou un, plutôt, et quelles sont tes passions, qu'est-ce qui t'anime, et qu'est-ce que la vie, tu espères qu'elle va pouvoir te donner, et pour tous ceux qui entourent. Est-ce que cette passion va te conduire à les aider, à mieux les connaître, puis à te faire connaître tout en étant un peu caché? Bon, c'est une question intéressante, ça. Quand ça tourne autour de la passion, eh bien, rares sont les gens qui n'ont pas de passion. Et moi, je peux dire que, spontanément, je peux dire que la passion qui m'a animé depuis tout petit, c'est la montagne. La montagne, la pratique de la montagne, les sports de montagne, et aussi les sciences, la science en montagne, puisque j'ai organisé ma carrière autour d'une carrière scientifique qui s'est déroulée pour l'essentiel en montagne et particulièrement en haute montagne. Donc, et une passion forcément partagée ou à partager. Alors une passion partagée, effectivement. Je n'ai pas travaillé seul en montagne, je n'ai pas parcouru les montagnes, grimpé en montagne tout seul. On sait bien qu'il y a quelque chose qui existe en montagne. Et, du point de vue relationnel, c'est la cordée. Et j'ai fait cordée pour ce qui est ma partie sportive, disons. J'ai fait cordée avec des gens que j'ai beaucoup appréciés, avec qui j'ai noué des rapports profonds, parmi lesquels, eh bien, à 50 mètres de mon chalet, il y avait le chalet de Jean-Michel Cambon, le regretté Jean-Michel Cambon, donc, qui est mort il y a quelques années, avec qui j'ai fait cordée une dizaine d'années, essentiellement dans le massif, dans les parois qui entourent le chalet, là. Et puis il y en a eu d'autres. Il y a eu Giancarlo Grassi, qui est un grimpeur italien, un des meilleurs glaciéristes qui ait jamais existé. Et j'ai grimpé pas mal avec lui également, puis d'autres camarades de cordée. Alors la cordée entretient vraiment des relations très fortes. Et malheureusement, ces gens que j'ai cités sont morts en montagne, sont morts de leur passion également. Et je les regrette beaucoup. Et c'est souvent le cas quand on rencontre des passionnés de montagne. Rapidement dans la conversation, il y a le regret des disparus. Ah oui, forcément, puisque je peux dire que de la petite dizaine de grimpeurs avec qui j'ai grimpé, enfin partagé des aventures souvent difficiles et risquées, je peux dire que malheureusement les trois quarts ont disparu et ont disparu en montagne. Et Voilà. en montagne. Donc la montagne, c'est un sport qui n'est pas anodin, et dès qu'on dépasse un certain niveau, qu'on ne se contente pas de la salle d'escalade ou des petites écoles d'escalade, dès qu'on met vraiment les en plein air sur les hautes montagnes, que ce soit les Alpes ou les montagnes encore plus hautes, en Himalaya ou dans les Andes, forcément, on prend des risques. Mais c'est, je veux dire, la loi Du genre. je dis pas métier, parce que la montagne, pour moi, n'a jamais été, la montagne sportive n'a jamais été un métier. Je suis pas ni guide, ni moniteur de ski. Mais je veux dire, c'est la loi du genre. Alors, un nom comme Francou, ça signe Briançon. Oui, et je pense que
Bon, je ne veux pas dire que tous les gens qui sont nés en montagne ont une passion pour la montagne, ce serait exagéré. Bien sûr, il y a des gens qui détestent la montagne et qui sont nés à Briançon, hein. C'est tout à fait légitime. Mais moi, c'est vrai que très tôt, très jeune, la montagne a joué un rôle important. Mon père vendait des articles de montagne dans la Gargouille. Et mon oncle, puis mon cousin ensuite, sont des photographes de montagne. Et très tôt, j'ai accompagné mon cousin en particulier, Jean-Loup, qui est toujours de ce monde, et heureusement, et qui a toujours sa boutique de photos. Je l'ai accompagné en montagne, et pour moi, ça a été initiatique, je dirais. C'est sortir en montagne avec la chambre photographique, avec les plaques, avec le trépied qui pesait une tonne. Et tout ça, on allait chasser les belles lumières, les beaux points de vue. Quelquefois, en attendant 5-6 heures que la lumière soit adéquate. Enfin, tous les photographes connaissent ça. Et ça a été... Aujourd'hui un peu plus léger quand même. Oui, heureusement, parce que là, au début, on faisait une photo par plaque, hein, donc... et bien après, bon, ça s'est un peu amélioré. Mais c'est une très belle période que je regrette beaucoup, même si on ne faisait pas des sommets formidables, on faisait le râteau, on montait au Pelvoux, on montait sur la barre des écrins, les agneaux, mais quand c'était mon cas, on a 12, 13 ans, 14 ans, ben c'est formidable. Ah bah oui, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, et puis quand on fait des photos comme ça, professionnellement, et ça permet d'être en montagne quand il n'y a personne. Parce que on sait bien que les cordées partent tôt, font leurs courses tôt, redescendent tôt, se retrouvent au refuge souvent à 11h du matin ou à midi. Et nous, à 4h, 5h de l'après-midi, on cherchait encore les belles lumières. Et c'est vraiment... les dernières rentrées, quoi. Les dernières entrées, et ça m'a donné l'envie, justement, de vivre en montagne et d'aller en montagne un peu à contresens ou à contretemps des autres. Et toute ma vie, c'était un peu ça. Donc à contretemps, scolairement à contretemps aussi ou pas à contretemps? Scolairement, non. J'ai fait des études normales sans être brillant ni trop mauvais. Et à Briançon, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours maintenant le cas, et quand tu étais littéraire, tu allais à Aix, et quand tu étais scientifique, tu allais à Grenoble. Donc je suis allé à Grenoble à 17 ans, et j'ai commencé des études qui forcément allaient tourner autour de la montagne. C'était inévitable. Dans quel genre d'études, justement? Alors j'ai commencé par faire de la géographie, et comme il fallait gagner sa vie, que je ne voulais pas être une charge trop longtemps pour mes parents, donc j'ai fait des concours d'enseignement, type agrégation, géographie. Bon. Mais j'avais toujours dans l'idée de faire de la recherche, et parallèlement à mes études de géographie, j'ai fait des études de géologie, à Grenoble évidemment. Et donc, je me suis orienté vers une science qui m'a paru absolument évidente et naturelle dès le début, c'est la géomorphologie. Alors, géomorphologie, c'est l'étude des formes de terrain, et là, ça se passait en montagne. Donc, pour moi, la montagne, c'était pas seulement un sport, ça n'était pas seulement quelque chose d'esthétique, photographiable, mais c'était un ensemble de mécanismes, processus naturels qui donnaient à la montagne une très forte dynamique. J'ai toujours vu les montagnes comme des objets, c'est plus qu'un objet, enfin des objets dynamiques, c'est-à-dire changeants en permanence. Bien qu'on ait l'impression que ça ne bouge pas, il y a une histoire à raconter, quoi. Il y a le fait, c'est un relief qui a beaucoup d'énergie, donc des pentes très très fortes, il y a des saisons qui se succèdent, il y a des temps qui se succèdent, des glaciations, interglaciaires, etc. La montagne, donc, a toujours réagi au temps géologique, de façon très 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 dynamique. Et ça m'intéressait beaucoup. C'est par exemple les chutes de pierre, les éboulis, les glaciers qui avancent ou qui reculent, les moraines qui se forment, les lacs, etc. Tout ça, dès le plus jeune âge, m'a beaucoup intéressé, et donc je voulais étudier ça.
Et c'était courant à l'époque, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ce genre de phénomène. Est-ce qu'à l'époque, quand tu démarres tes études de géologie, c'est déjà à la mode? Pas tellement, pas tellement. Alors, il y a des disciplines qui étaient un peu plus dynamiques que d'autres. Par exemple, la tectonique, la formation des chaînes de montagne, forcément, c'est dynamique. Même si ça s'étend sur Oui, c'est long. des temps très très longs, hein, ça se compte en millions d'années. Moi, je voulais étudier, et je me suis orienté très très vite. Je me suis orienté vers l'érosion, le phénomène d'érosion, c'est-à-dire comment se détruisent les montagnes. Voilà. Et ce qu'on voit à l'échelle humaine. Voilà, ce qu'on voit à l'échelle humaine, et c'est-à-dire, donc je me suis orienté, quand j'ai commencé à faire de la recherche, donc master, on appelait ça maîtrise avant, master, ensuite thèse de troisième cycle, et in fine la thèse d'État, qui ne se fait plus heureusement de nos jours. Pourquoi, tout ça, heureusement, justement? oh bah parce que on était toujours, on bringuait dans des thèses, quoi. La thèse d'État, on mettait facilement 4 à 8 ans pour faire une thèse d'État. Une thèse de troisième cycle, c'était 3 ans. Master, c'était 2 ans avec les 2A, tout ça. C'est trop long, hein, c'est trop long. Mais ça avait un avantage, c'est que tu peux t'installer quelque part, dans un cirque glaciaire, un ancien cirque glaciaire, et regarder les phénomènes actifs, à l'œuvre, pendant de nombreuses années. Et tu vois donc évoluer les choses. C'est le seul avantage que j'ai trouvé à ces études longues qui n'existent plus maintenant, puisqu'on fait une thèse maintenant en 4 ans, quoi, à peu près 3 ans. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de à la fois rapide, et il faut quand même prendre un peu de temps. Donc, tu as eu cette chance de passer du temps, alors pas forcément uniquement dans les Alpes. Alors, ma thèse, du point de vue géomorphologique, j'ai travaillé, puis c'était pas la mode, mais il y avait une école qui était une école anglo-saxonne. C'est les Anglais, les Américains, les Australiens, etc., qui ont commencé comme ça à étudier, et les Scandinaves, sur des petites unités orographiques, c'est-à-dire un cirque glaciaire qui fait 2-3 km, 4 km², et essayer de mesurer le plus grand nombre de phénomènes et de processus possibles au cours des années, pendant l'hiver, pendant le printemps, pendant l'été, pendant l'automne. Et donc je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'éboulisation, c'est-à-dire comment se forment les éboulis. Hein, les éboulis qui n'ont pas une très bonne réputation dans le milieu de la montagne, parce qu'il n'y a rien de plus emmerdant que d'escalader un éboulis. Beaucoup quand même. Voilà. Mais néanmoins, l'éboulis est intéressant parce qu'il répond à des lois mécaniques très précises, et on peut faire des modèles avec ça. Et puis surtout, l'éboulis est en négatif ce qu'était la paroi, parce que la paroi se détruit sous les phénomènes de gel, dégel, neige, etc. Et ces blocs qui dégringolent des parois plus ou moins raides, eh ben, se rassemblent sur des éboulis. Donc en étudiant l'éboulis, on étudie donc en négatif le recul de la paroi au cours du temps. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de ces éboulis, de cette montagne qui se détruit. En fait, elle s'est toujours détruite progressivement, la montagne. Tout à fait. Moi, je pense que c'est inhérent à la montagne. La loi de la gravité. Hein, la loi de la gravité, exactement. Et comme il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de relief, eh bien, les montagnes connaissent des phénomènes d'érosion très actifs. Par exemple, dans la combe de l'Orichard. Et puis, forcément, quand j'étudiais cette combe de l'Orichard près du col du Lautaret, où je me suis installé pendant plusieurs années, hein, avec des appareils, des protocoles de mesure bien précis, etc., j'avais réussi à déterminer les vitesses de recul des parois. Du côté sud, ça reculait entre 0,1 et 1 mm par an. Hein, et du côté nord, c'est-à-dire du côté du Combéno, ça reculait entre 2 et 3 mm par an. Voilà. Et en regardant ce qu'obtenaient mes collègues étrangers, généralement, hein, en Scandinavie, dans le Grand Nord canadien, ou en Tasmanie ou ailleurs, dans les milieux dits périglaciaires, où le gel et le dégel interviennent fréquemment, eh bien on tombait sur des chiffres à peu près comparables. Voilà.
Donc, ça paraît peu, 2 mm par an, mais ça fait quand même, si tu multiplies par 1000 ans, hein, tu arrives quand même à des valeurs qui sont Non négligeables. Non négligeables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de recul, on parle plus du recul de glacier, on ne parle pas du recul de la falaise. Ah, il y a encore des gens qui étudient les phénomènes dits périglaciaires, c'est-à-dire qui sont en périphérie des glaciers. Mais alors, pour revenir à mon histoire personnelle, j'ai travaillé, on peut dire, 10 ans sur les égoulis et sur ces phénomènes géomorphologiques en altitude, l'effet des cycles, les gels, dégels, enfin tout ce qui est lié au gel et à la neige en altitude, dans ces phénomènes périglaciaires actifs. Hein. Mais quand je suis arrivé, à la soutenance de ma thèse d'État, je me suis dit, bon, ben, c'est bien. Et en 88, quand j'ai publié ma thèse d'État, c'était la période, l'année, où est paru le premier rapport du GIEC. Voilà, GIEC, hein, le groupe national des experts du climat, hein, intergouvernemental des experts du climat, et qui alertait déjà sur le phénomène de réchauffement. C'est le premier, mais il y avait encore beaucoup d'incertitudes à cette époque. Et quand j'ai lu ce rapport, je suis très intéressé à ce rapport, je me suis dit, ça serait quand même mieux que la suite de ma carrière soit dédiée à des phénomènes plus rapides et qu'on voit davantage. Et c'est là que je me suis intéressé aux glaciers. Ça. Donc c'était dans les années, fin des années 80, début des années 90, j'ai changé de costume. Mais c'est quelque chose qui avait mûri avant ou... Ça avait mûri avant, ouais. Ça avait mûri avant puisque j'avais toujours côtoyé les glaciers. J'avais fait une longue mission de 2 ans dans les Andes, basée à Lima, donc au Pérou. Et j'avais étudié les phénomènes périglaciaires sous les tropiques pour les comparer un petit peu au processus qui se déroulait ici sous les moyennes latitudes, hein, les Alpes, le 45e degré nord. Et j'avais déjà cette habitude, puis je côtoyais des glaciers dont je voyais bien qu'ils étaient... il se passait quelque chose. Là. Voilà, il se passait quelque chose. Donc je me suis dit, et puis c'est l'époque où, là j'avais fait déjà une assez bonne carrière, assez longue carrière au CNRS, et j'ai eu l'occasion de faire une mission en Bolivie, où un quaternariste, quelqu'un qui étudie le quaternaire, le quaternaire, c'est-à-dire les paysages actuels, l'évolution des paysages actuels depuis pas longtemps, au niveau géologique, c'est-à-dire depuis 2 millions d'années, pas plus. Et il m'a dit, ce serait bien que vous veniez m'aider à interpréter certaines coupes dans le quaternaire, etc. Je lui ai dit, oui, volontiers. Donc je suis allé 1 an auprès de l'Orstom, qui est devenu l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et là, j'ai trouvé vraiment une occasion en or de créer de co-créer, puisque j'étais pas seul, un programme d'études des glaciers et de la ressource en eau dans les Andes tropicales. Donc la Bolivie, on était sous le 16e degré sud, on est vraiment dans l'intertropique encore. Et du coup, j'ai été prêté par le CNRS à l'IRD pour développer un programme. Et ça collait bien avec l'esprit du temps. Et ça, entre parenthèses, ça permet de dire qu'à cette époque, un chercheur qui arrivait à un certain niveau, il avait soutenu sa thèse, etc., avait quand même pas mal de liberté pour lancer un programme sur des thèmes qui l'intéressaient, pourvu que ces thèmes soient nouveaux et pourvu que dans ces thèmes, il y ait un volet appliqué important. Donc, glacier veut dire climat, fluctuation glaciaire veut dire changement climatique, hein, et l'aspect appliqué, c'est l'eau. Hein, les glaciers, ça fond, ça alimente les rivières,
Et les rivières dans les Andes sont très très utiles pour toutes sortes d'usages. L'hydroélectricité, la consommation de l'eau, hein, comme à La Paz par exemple, et puis l'irrigation. L'irrigation, puisqu'il y a des saisons sèches plus ou moins longues, et s'il n'y a pas d'eau dans les rivières, on ne peut pas irriguer. Donc il y avait ce volet appliqué, eh bien, intéressé mon nouvel institut, l'IRD, et l'IRD, du Banco, développer ça avec des partenaires. Donc c'était facile de trouver des partenaires locaux, l'université, des centres de recherche comme l'équivalent de Météo France, mais là-bas dans les Andes, en Bolivie, hein. Donc des gens qui faisaient de la mesure sur le climat et l'eau, et puis des boîtes privées qui étaient intéressées par l'hydroélectricité, par exemple, et qui faisaient turbiner ces eaux qui sortaient des glaciers, et qui voulaient savoir si dans 10, 20, 30 ans, il y aurait toujours aussi d'eau ou pas. Ouais. Voilà. Et avec donc des moyens. Avec des moyens. On parle souvent de la recherche, oui, de oui, moyens. Avec des moyens fixes donnés par l'IRD, mais aussi avec des moyens trouvés par des financeurs, y compris américains d'ailleurs, des financeurs privés. C'est du boulot de trouver de l'argent. Le boulot du chercheur ou de l'administration? Ah, c'est un boulot du chercheur. Il faut vendre sa camelote. Hein. Ah. Il faut vendre sa camelote. Quand je dis sa camelote, il faut montrer que ce qu'on veut faire est intéressant et qu'on va obtenir des résultats et au bout d'un certain temps. Et pour l'IRD, ce qui est important, c'est de former des jeunes chercheurs, français bien sûr, jusqu'au niveau doctorat, hein, en France, mais aussi et surtout, je dirais, des jeunes locaux, des Boliviens, des Péruviens, des Équatoriens, des Colombiens, et de faire en sorte que ce programme soit l'occasion de former des jeunes chercheurs pour qu'ensuite, au bout de quelques années, ils puissent s'approprier de ce programme, hein, qu'ils puissent en prendre vraiment un parti et puisse le gérer à notre place. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Alors pour justement trouver ces partenaires, ces moyens, tu dis il faut se vendre. Est-ce que ça fait partie de la formation d'un étudiant en France d'apprendre à se vendre? C'est pas sûr. Et il y a peut-être la passion qui va jouer dans ce cas-là. Bien sûr, la passion joue. Hein, à partir du moment où tu es passionné, tu vends mieux ce que tu as à vendre. Mais je veux dire, il faut se dire aussi qu'il faut soit si on fait vraiment encore même, hein, si on fait de la recherche fondamentale, il faut quand même toujours intéresser les agences d'évaluation. Quand on est chercheur, j'ai eu l'impression de dire qu'on faisait un peu ce qu'on voulait. Oui, on a pas mal de liberté, mais à condition d'être régulièrement évalué. Ouais. Et une façon d'évaluer le travail qu'on fait, c'est de publier dans les revues celles qui ont le plus de prestige. Ouais. Et si tu arrives à publier dans des revues prestigieuses, je veux dire, ta carrière se déroule correctement et tu obtiens les financements que tu veux si tu t'en donnes la peine. Alors justement, c'est l'occasion de parler de ces publications, de ces revues scientifiques. Dans le grand public, on pense revue, le magazine qu'on va feuilleter, qu'on achète aux maisons de la presse. Là, le système est un petit peu plus structuré, c'est-à-dire que c'est pas un journaliste qui écrit en fonction de ce qu'il a envie d'écrire, c'est le chercheur qui écrit, bien sûr, en fonction de ce qu'il a envie d'écrire, mais avec un protocole, une méthodologie qui est quand même bien cadré. Ah oui, les articles scientifiques sont très structurés. Hein. Il y a un résumé, il y a une introduction où tu essaies de montrer quel est l'intérêt de la recherche que tu publies. Hein. Il y a la méthode, comment tu as acquis tes données. Hein. Et les méthodes, c'est le chapitre méthode, c'est souvent le plus long de tout l'article. Hein. Après, il y a les résultats que tu apportes à la communauté des chercheurs,
la communauté internationale. Et puis, il y a aussi les discussions, c'est-à-dire il faut critiquer tes données. Mes données sont valables, mais dans certains cas, où il faut voir un peu les limites et ce que peut apporter un complément de recherche ultérieur. Ouais, donner une idée Voilà. pour continuer le travail, quoi. Alors, l'avantage, c'est que comme ce qui m'arrive actuellement, je publie maintenant des livres de vulgarisation. Donc, Ce qui n'est rien de vulgaire, d'ailleurs. non, rien de vulgaire. Mais comme j'ai une grande habitude des articles scientifiques plus haut niveau, eh bien, lire un article, c'est extrêmement rapide. Tu lis le résumé. Si c'est vraiment intéressant, si tu as des doutes, tu lis l'introduction, les résultats. Mais lire un article, il y a une façon de les lire qui fait qu'en 1 heure à peu près, ça dépend quel article, hein, la longueur et puis l'importance de l'article, tu comprends un peu ce qu'a voulu l'auteur ou les auteurs, parce que la plupart des articles du temps, c'est quand même un des travail auteurs. d'équipe. Et alors, quand tu es chercheur également, ce que j'ai été longtemps, eh bien, tu es aussi, puisque tes articles, quand tu les proposes à une revue, eh bien, cet article est disséminé à des relecteurs, des reviewers en anglais. Bon, c'est tous les articles, la plupart, 98% sont en anglais. Hein. Sont des gens qui sont spécialistes du thème, qui peut être australien, norvégien, américain, canadien, bref. Et ces relecteurs sont souvent anonymes. Hein, alors, et souvent, ils te saquent, hein, c'est-à-dire bon, l'article est insuffisant, on l'élimine. Et quelquefois, bon, il y a la moitié des lecteurs qui sont pour, la moitié est contre, et donc c'est le directeur de la revue qui tranche. Enfin bref, c'est pas toujours facile. Bon, avec l'habitude, on s'arrange pour que l'article soit évalué favorablement, c'est-à-dire que l'article soit solide. S'il est solide, il y a plus de chances d'être il n'y a pas de publié. chance qu'il soit... Mais bon, c'est vrai qu'on a entendu quand même récemment des publications qui faisaient plus que débat, qui faisaient presque polémique, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je dirais, bon, c'est peut-être un peu simpliste ce que je dis, mais il y a dans la carrière d'un chercheur, si on divise, il y a 3 temps qui s'égalisent à peu près, qui sont à part égale. Il y a chercher de l'argent pour travailler auprès des organismes financeurs, qu'ils soient d'État ou privés ou autres. Tu as l'évaluation, c'est-à-dire tu reçois les articles, ça te prend ton fou de lire un article et de l'évaluer. Hein. Et puis le travail de terrain, moi j'étais un chercheur de terrain, pas de laboratoire, je dois dire, et j'ai toujours choisi d'être un chercheur de terrain, et j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, et c'était le temps le plus agréable. Alors justement, à titre personnel, l'ancien Briançonnais qui se retrouve à passer des années dans les Andes, à regarder entre guillemets, à travailler sur un glacier, d'un point de vue personnel, comment ça se passe ? Mais du point de vue personnel, moi qui... Avant, quand j'ai quitté, parce que j'ai fait un petit peu d'enseignement au collège-lycée, ça n'a pas duré... Ouais. Non, dans des endroits dispersés. Mais j'ai enseigné aussi à l'université 2 ans seulement en Afrique sahélienne, donc au Niger. Ouais, pas trop de glaciers, là. Hein. Ouais. J'ai travaillé 2 ans, c'était dans le cadre du service militaire, au Canada, au Québec également, dans des domaines un peu différents. Donc ça m'a vraiment donné envie de bourlinguer, de quitter mes Alpes chéries et d'aller voir ailleurs. Et donc quand j'ai eu cette opportunité fantastique de travailler dans les Andes et d'y lancer un programme nouveau, avec d'autres, hein. Les chercheurs ne sont jamais seuls, on travaille toujours en équipe. Eh bien ça a été pour moi fantastique, et dans les centres, j'y suis resté 25 ans, un quart de siècle. Au départ, c'était pas prévu pour autant. C'était pas prévu, j'étais parti pour 1 an, hein, au début. Ouais. Et puis, le fait que tu développes quelque chose, ça marche, tu essaies d'inscrire ton programme dans le paysage institutionnel du pays où tu es, qui t'accueille, Bolivie, Pérou, etc. Ça marche.
tu noues des relations, tu es correctement évalué parce que tu bosses bien par tes supérieurs, donc en France. Tu intéresses d'autres chercheurs qui viennent te rejoindre, quittant d'autres programmes, et c'est comme une espèce de- des œufs à la neige, tu fais monter là. On est toujours dans la bonne couleur. Là. Voilà. Et après, tu commences à publier, tu intéresses les gens, tu prends l'initiative de réunir un colloque international, tu fais venir des gens pour le thème qui t'intéresse, les glaciers andins ou tropicaux, par exemple. Voilà. Et ça prend, et après, tu es tout naturellement dans le paysage, puis on ne veut plus te quitter, quoi. Ouais. Voilà. Mais un jour, pourtant, retour dans les Alpes. Retour dans les Alpes. Donc, je suis resté pratiquement 25 ans, 24 ans exactement. Comme ça a marché en Bolivie, notre programme, eh ben, je me suis dit ça serait intéressant de développer quelque chose au Pérou, surtout qu'au Pérou, les Péruviens avaient déjà développé des programmes en glacier, parce que c'est des glaciers dangereux, des lacs qui avaient tendance à déborder. Donc ils étaient intéressés à ces phénomènes, du point de vue très appliqué, mais ils faisaient quand même des mesures. Et puis l'Équateur, si bien que quitte à travailler sur les Andes, autant travailler entre l'Équateur, c'est-à-dire 0 degré, jusqu'au 16e, 18e degré sud. Ça permettait d'avoir une image régionale des glaciers et des problèmes hydrologiques que les glaciers posaient. Ouais. Et donc, bon, bah, ça s'arrête quand même. Il faut rentrer. Il faut rentrer, malheureusement. Non, est-ce qu'on dit rentrer ou dans ce cas-là partir? Parce que on a toutes ces habitudes là-haut, quoi. Ah ben, il faut rentrer parce qu'on me fout à la porte. Je veux dire que Voilà. moi j'ai essayé de tirer au maximum. J'ai pris ma retraite à 65 ans et il ne s'agissait pas de rester un an de plus. Hein. Ah oui. Place aux jeunes, hein, c'est bien. Donc moi, le problème de la retraite, c'est pas de diminuer l'âge légal, c'était au contraire de l'augmenter. Et si bien que j'ai choisi de faire un éméritat, c'est-à-dire qu'on te permet pendant quelques années de continuer à fréquenter ton labo d'origine. Là, c'était Grenoble, et l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, ex-laboratoire de glaciologie. Et j'ai terminé les directions de thèse que j'assumais dans cet institut. Et puis un jour ou l'autre, tu dis, il faut faire autre chose. Soit tu décides de faire de l'escalade, du vélo ou je ne sais quoi encore. Soit tu continues à tracer le même chemin, mais différemment. Et j'ai choisi d'être un passeur, c'est-à-dire les problèmes climatiques en montagne sont tellement vastes et intéressants, et intéressent tellement le public, on va dire, que je me suis dit, là, il y a un créneau à faire, mettre mon expérience au niveau d'une vulgarisation, faire des conférences, des bouquins, accompagner, parfois ça m'est arrivé, des classes de CM2, de collégiens, même de lycéens. Et ça, pour moi, c'est pas une baisse de niveau, pour moi, une baisse de niveau d'intérêt. C'est la même chose, mais avec un autre public. Et un autre langage. Et un autre langage, voilà. Donc il faut, maintenant que je travaille pas mal dans cette revue, la revue du CAF, où je fais partie du comité de rédaction en tant que membre du comité scientifique du Club Alpin. On dit la FF4, oui, Club Alpin. Mais ça permet de faire passer des articles scientifiques de vulgarisation. C'est-à-dire, je considère que la montagne, c'est pas seulement un territoire où tu fais le trail, tu fais du ski, tu fais je ne sais quoi encore, mais c'est un territoire de connaissances. Et un territoire de connaissances formidable, puisque du point de vue géologique, du point de vue géomorphologique, du point de vue glaciologique, du point de vue écosystémique, tous les écosystèmes, surtout dans un contexte de changement climatique très rapide, comme celui que nous vivons actuellement, c'est un milieu formidable. Et
faire passer des messages scientifiques sur la montagne auprès de publics qui au début sont quand même intéressés, mais n'ont pas une formation formidable. Quelquefois c'est des guides de haute montagne ou des accompagnateurs de moyenne montagne, faire des séances de formation pour les aider à ouvrir les yeux et à comprendre les phénomènes qui côtoient. Tout ça, moi, je trouve que c'est aussi intéressant que ce que je faisais quand je faisais de la recherche dure. Ouais. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un langage simple, ou est-ce que... Ben non, parce que forcément, quand tu travailles dans une discipline, que ce soit la médecine, que ce soit, tu t'appropries un langage, une langue presque est différente que les gens ne comprennent pas immédiatement. Donc c'est tout un travail de... Quand je fais un livre, par exemple, je fais un glossaire pour expliquer un peu les mots compliqués, parce que quelquefois on est obligé de passer par des mots que les gens trouvent complexes. Pas tous les jours. Regarde les géologues, par exemple, c'est les géologues, souvent, c'est des vrais apothicaires, quand ils manient leurs états géologiques, leurs fossiles, leurs trucs, personne n'y comprend rien, et si tu n'es pas là pour essayer de mettre ça à la portée du grand public, tu as manqué ton but. Alors justement, le message aujourd'hui qui passe dans tes conférences, dans les livres, dans les articles, est lié au réchauffement climatique, Voilà. à l'évolution des glaciers. Qu'est-ce que tu tires maintenant comme bilan, puisque ça fait quand même quelques années que tu suis ça de très près, ton bilan, ton sentiment aujourd'hui? Ben oui, alors il y a le bilan personnel qui vient ce que j'ai trouvé dans les glaciers des Andins, donc des zones tropicales, bien sûr, qui restent toujours là. Et je continue maintenant à lire les articles de mes jeunes collègues sur ce thème. Mais je dois dire que mon champ est revenu, c'est pas une restriction, hein, mais est revenu, mon champ d'intérêt est revenu dans les Alpes, hein, parce qu'on a la chance dans les Alpes d'avoir tout un corpus scientifique extrêmement riche. On étudie les Alpes depuis longtemps, hein, depuis De Saussure, depuis... Il y a une somme de connaissances qui s'est accumulée sur les Alpes, et en glaciologie, je vois, c'est extrêmement riche. Hein. Et donc, ça m'intéresse de revenir là. Et alors, on est dans une période charnière, malheureusement, je dirais. C'est que depuis, on va dire, le milieu des années 80, on note dans les Alpes, comme ailleurs, dans d'autres chaînes de montagnes du monde, un processus de réchauffement climatique qui, sans équivalent depuis, on va dire, 6000 ans. Sauf que il y a 9000 à 6000 ans, il y avait un climat pratiquement aussi chaud que l'actuel, sauf que c'était pour des raisons naturelles, puisque le climat connaît des fluctuations importantes, même à l'échelle de notre interglaciaire, c'est-à-dire depuis environ 12 000 ans. Mais là, on connaît particulièrement et précisément l'origine de ce réchauffement qui a commencé à démarrer lentement à partir de 1850-1880, qui s'est accéléré dans les années 1940 et qui s'est particulièrement accéléré depuis 1985 et 2003, c'est-à-dire le réchauffement anthropogénique, c'est-à-dire, ça veut dire nous, c'est-à-dire réchauffement qui est essentiellement associé aux activités humaines et par le moyen, par l'intermédiaire des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et l'avenir, tu vois comment? Ben, l'avenir est... Quand tu connais bien tes glaciers, quand le GIEC te donne des scénarios de prévision de température, par exemple, d'ici la fin du siècle, avec plusieurs scénarios possibles, un qui est modéré, l'autre qui est fort, et l'autre qui est très fort, eh bien, en fonction des scénarios de réchauffement d'ici la fin du siècle, et particulièrement en montagne, et plus particulièrement dans les Alpes, tu peux, et c'est ce que font mes collègues, tu peux simuler l'évolution
de tes glaciers. Et si tu simules l'évolution, par exemple, du plus grand glacier des Alpes françaises, qui est la mer de glace, hein, qui fait encore 13 km de long, hein, eh bien, tu t'aperçois que dans un scénario qui n'est pas le pire, un scénario de réchauffement, mais un scénario vers lequel on va tout droit, si on n'arrive pas à la neutralité carbone en 2050, hein, par exemple, eh bien là, tu perds la mer de glace. En 2100, tu perds le glacier d'Argentière avant, et là, si quant on regarde par au, la fenêtre, on regarde le glacier voilà, quant au glacier de Vanoise, les glaciers qui généralement sont peu élevés, hein, peu élevés dans les Alpes, c'est en dessous de 3600, 3500 mètres, hein, donc qui constituent la plupart des glaciers, eh bien tu perds les glaciers du massif des Écrins, non pas en 2100, mais tu les perds dès 2050. C'est ce que donnent les simulations. Alors tu ne perdras pas entièrement le glacier blanc, parce que le glacier blanc, c'est le plus grand glacier du massif des Écrins. Il y a encore presque de 300 mètres de glace en face du refuge des Écrins, hein, ex-refuge Carreau, comme le montrent les mesures radar. Donc il va se former avant des lacs, un lac, peut-être deux, au fur et à mesure que le glacier blanc va reculer. Mais pour les autres glaciers, qui sont moins importants que le glacier blanc, le glacier de la Lose, le dôme de la Lose, le glacier du Râteau, le glacier de la Beige, les autres glaciers, glacier du Célé, le glacier, bon, etc. Et là, tu les perds. Tu les perds rapidement. totalement en 2050. 2050, on est en 2025. 25 ans, c'est le temps d'une génération. Ouais. Donc, on peut dire que la génération qui viendra après, eh bien, elle ne verra plus ces glaciers. Voilà. Donc nos petits-enfants, il faut les emmener tout de suite les voir, quoi. Et il faut les amener les voir, au moins qu'ils aient une mémoire de ces phénomènes. Et d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant se préoccupent, des photographes, des journalistes, des gens qui manient l'image en général, qui enregistrent l'image, et ils commencent à prendre des photos pour accumuler l'archive de ce que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans mon cas, ne verront plus. Et ça, c'est très triste. Et ça montre à quel point l'homme est devenu un acteur géologique de la planète, hein, par le biais du changement climatique. Alors, on va faire un rêve complètement irréaliste. On est parfait. L'année prochaine, on atteint la neutralité carbone. Dans combien de temps on inverse le phénomène, le Alors là, processus? il y a deux questions superposées là. Par exemple, on fait des modèles sur l'évolution, les simulations des glaciers, je viens d'en parler. Ah, bon, il faudrait détailler les méthodes qu'on utilise, qui sont souvent pas très simples, mais bon, bref. Si tu décides, par exemple, dans ton modèle, que à partir de l'an prochain, ça ne se réchauffe plus, hein, tu peux le On peut décider. dans les modèles. Hein. Dans les modèles. Bon, tu décides, voilà. Eh bien, malgré tout, tu fais disparaître la plupart des glaciers du massif des Écrins. Si tu décides la même chose, hein, sur le plus grand glacier des Alpes, qui se trouve en Suisse, qui s'appelle le glacier d'Alèche, et qui fait encore autour de 22 km de long, et avec une épaisseur maximum de l'ordre de 700 mètres de glace, hein, dans un secteur qu'on appelle Concordia Platz, la place de la Concorde. Eh bien, les Suisses ont montré dans leur simulation que si tu décides que le climat ne va plus se réchauffer, eh bien, tu découvres quand même Concordia Platz, c'est-à-dire que tu diminues le volume de glace de l'ordre de 60-70%. Pourquoi alors? Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que les glaciers sont tellement devenus en déséquilibre, sont tellement déséquilibrés par rapport au climat, que la seule solution qu'ils ont, c'est de diminuer pour atteindre
une taille, un volume compatible Avec avec le climat des dernières décennies écoulées. Hein, pas du futur, mais voilà. Donc, il y a une grande inertie, quoi. Il y a une très grande inertie. C'est exactement ça. Une très grande inertie. Donc, ça répond partiellement à ta question. Hein. On réchauffe plus, mais les glaciers, quand même, beaucoup disparaissent tellement qu'il y a de déséquilibre entre le climat des dernières années et ce qui rend, d'ailleurs, toute avancée extrêmement improbable. Ouais. Et imagine que tes 2-3 étés pourris, froids, hein, qui se succèdent, que tu aies des hivers extraordinairement enneigés, ben c'est pas ça qui va te faire avancer ton glacier comme ça se produisait avant. Ouais. Ça peut être très, très momentané, quoi. Oui, par exemple, la dernière avancée du glacier blanc, c'était 86. Ouais. Oui, là, on était vraiment... Voilà, parce que les glaciers entre les années 55 et 80 ont été relativement équilibrés. Ils ont relativement peu perdu. Donc il suffisait de 2-3 années froides et tu fabriquais de la masse. Et cette masse, elle permettait aux glaciers d'avancer pendant 2-3 ans, ce qui s'est passé en 86. Maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. Non, c'est plus possible. Alors, pour la deuxième partie de ta question, imaginons que on n'émette plus de gaz à effet de serre depuis l'an prochain. Eh bien, on a tellement accumulé de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que le climat n'est pas prêt de se refroidir. Donc, sauf hiver nucléaire qu'on craignait tellement voilà. dans les années 70. Ça montre qu'il y a aussi une très forte inertie, parce que l'essentiel actuellement du réchauffement dû au gaz à effet de serre, hein, il est absorbé par l'océan. Et l'océan, c'est une masse formidable, un volume formidable. Donc à partir du moment où l'océan est plus chaud, eh bien, il va restituer cette chaleur à l'atmosphère pendant de très très nombreuses années. Voilà. Ce qui veut dire que l'ambiance actuelle, autant dans le monde politique que dans la société, de voir à court terme, c'est pas quelque chose qui va concerner, qui va intéresser tout le monde, quoi. C'est complètement inadapté à la situation géophysique, on va dire. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait des gens. C'est pas facile, hein. Bon, on peut taper sur les politiques. Bon, quand ils sont stupides comme Trump, on peut y aller. Mais je veux dire qu'un homme politique, il a un mandat de 4-5 ans, et il travaille dans un groupe, il a d'autres chats à fouetter également que le climat, il n'y a pas que ça, mais bon. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de transpartisan qui nous rappelle qu'on a en charge l'évolution d'un climat et que ça passe devant toute autre considération. C'est tellement important, le climat et l'environnement en général, hein, qui découle du climat, qu'il faut qu'on soit d'accord pour limiter de plus en plus. C'est l'impression qu'on avait lors des accords de Paris, lors donc à la COP, quand la COP s'est produite à Paris et qu'il y a eu la signature d'un accord qui rassemblait quand même une grande partie des pays très émetteurs de gaz à effet de serre. Là, il y avait une façon de... C'était parti, quoi. Un certain optimisme, à tel point que on disait, 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Bon, on sait bien qu'1,5 degré, on l'a déjà atteint. Oui, c'est passé. Hein, c'est passé, donc c'est fini ça. Maintenant, ça serait 2 degrés. Puis on sait que 2 degrés, comme c'est parti, on n'y arrivera pas. Donc ça sera 3 degrés. Donc un scénario qui commence déjà à nous faire basculer dans un monde plus chaud et un monde sur lequel on peut parier qu'on aura beaucoup de difficultés à s'adapter. Ça, c'est sûr. Alors aujourd'hui, on est fin octobre,
c'est quasiment la fin de l'année internationale des glaciers. Qu'est-ce qu'on en tire comme bilan de cette année internationale? Est-ce que ça a fait avancer quelque chose? Bon, ben, moi je suis un petit peu. Je suis pas très convaincu par ces années. Il y a eu l'année de la femme, il y a eu l'année de machin. Dans la mesure où ça braque les projecteurs sur un phénomène, oui, pourquoi pas. Ça a permis de faire plus de conférences, de faire plus d'émissions, de télévision, de radio sur ce phénomène-là, sur les glaciers. Bon, ça a certainement eu sa part pour faire avancer la prise de conscience. Voilà. Mais je veux dire, ça ne règle pas les. Oui, Ouais. ça se saurait. Je veux dire qu'on ne va pas dire, bon, c'est la fin de l'année des glaciers, passons à autre chose. Il faut avoir dans l'idée qu'un glacier, comme un phénomène, c'est une sorte de plaque sensible, comme on disait en photographie, quand on utilisait les plaques sensibles. Et donc, il enregistre le glacier fidèlement l'évolution du climat. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé moi au glacier. C'est parce que on avait un climat qui montrait de toute évidence qu'il se réchauffait dans les années fin des années 80, début des années 90. C'était devenu à peu près évident, du moins pour la communauté scientifique internationale, pour aussi pas mal d'observateurs en général. Et donc, il fallait bien cadrer ça d'un point de vue géophysique sur des objets qui répondaient à ce réchauffement climatique. Certains s'intéressaient à la végétation, aux forêts, aux cultures, au sol. Bon, d'autres s'intéressaient aux glaciers. Moi, je me suis intéressé aux glaciers au prix de devoir changer ma thématique de recherche. Et je ne le regrette pas, parce que ça m'a ouvert énormément de perspectives. Et j'espère que mon action a été utile. Apporter Voilà. une contribution. D'autant plus que on m'offrait presque comme ça, dans une coupe, un programme extrêmement nouveau, puisqu'on connaissait très mal les glaciers tropicaux, les glaciers notamment dans les Andes. Et donc, il fallait y aller, quoi. Voilà. Et donc, comme c'était en plus intéressant, et puis ça permettait de faire de la montagne, puis des montagnes que je ne connaissais pas, et des montagnes qui sont quand même très peu parcourues dans l'ensemble, hein, sauf quelques-unes. Mais ça a été, pour moi, très gagnant d'étudier ça, quoi. Alors justement, on revient au côté très personnel. Ton glacier préféré? Mon glacier préféré, je dirais que... Ça va t'étonner, mais c'est le glacier noir. Alors pourquoi justement? Le glacier noir, parce que il est bordé de parois qui représentent quelque chose pour moi, hein, puisque je les ai gravis souvent par des voies nouvelles. La face nord de la Pointe Puiseux, Pelvoux, le pic sans nom, l'aile froide, la face sud-est des Écrins, donc qui amène plein de matériaux rocheux sur ce pauvre glacier et qui quand même le recouvre, d'où son nom, glacier noir. Puis c'est un glacier qui est tout souvent à l'ombre. Chaque année, j'y vais un petit peu en pèlerinage, voilà. Et c'est un glacier, malheureusement, on disait avant que les glaciers noirs étaient plus ou moins préservés par leur couverture rocheuse. Or, on a vu il y a 5-6 ans que le glacier noir s'est coupé en deux. Il y a la branche de droite qui vient du col de la Temple, qui borde donc Pic-Sans-Nom, aile froide et tout. Puis la branche de gauche qui vient des Écrins. Et il n'y a plus de raccord entre les deux. Si bien qu'on s'attend à ce que le glacier noir, maintenant privé de son alimentation de rive droite, recule beaucoup plus vite maintenant. Donc c'est un glacier qui, c'est pas le glacier star, un peu vedette comme le glacier blanc, qui draine énormément de touristes, qui a de refuges, etc. Mais c'est un glacier
qui est intéressant à étudier parce qu'il se forme actuellement des bassines, des cônes, ce qu'on appelle du thermokarst. C'est typique au glacier noir, c'est des lacs qui se forment. Et ces lacs, eh bien, ils peuvent être dangereux quand ils se vidangent. Et c'est ce qui a détruit Il n'y a pas si longtemps que ça. la Bérarde. Voilà. Un autre glacier noir, le glacier de Bonnepierre. Et c'est, pour l'essentiel, en grande partie, on ne sait pas quelle est la contribution exacte, mais la vidange très, très rapide de ce lac, d'un lac qui n'avait pas de nom, qui était un peu anodin, qu'on avait remarqué, mais on ne s'inquiétait pas trop, etc. Mais bon, On aurait dû. voilà, on aurait dû le 21 juin 2024, il s'est vidé fortement et ça a contribué largement à la destruction d'un petit lieu emblématique, assez minable, avec des constructions jamais terminées, etc., mais qui est quand même un peu le symbole de l'alpinisme dans le massif des Écrins. Donc, et qui a vu passer des célébrités dans le passé, donc pour la conquête de tous ces sommets mais prestigieux, Meige, Écrins, etc. Mais même ton glacier noir, on va dire ça comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, le torrent a fait quand même quelques dégâts auprès de Madame Carl. Voilà, et donc les glaciers qui reculent comme ça, eh bien, quand tu as une grosse pluie ou tu as des phénomènes comme ça, des averses neigeuses, pluvieuses, etc., qui descendent sur un glacier, il y a quand même, dans des glaciers, il y a des galeries qu'on appelle des bédières, des moulins, tout ça. Il y a tout un réseau de circulation. Un réseau de circulation qui fait que le glacier, c'est pas vraiment une éponge, hein, bien sûr, mais il régule un peu ces averses torrentielles qui sont très concentrées dans le temps. Quand ils reculent, ils abandonnent des moraines, etc., etc. Et là, évidemment, ça donne... il y a beaucoup de charges détritiques, hein, beaucoup de moraines, de blocs, de graviers, de trucs comme ça. Tout ça, c'est pris en charge par les torrents. Et ça développe, ça accentue ce qu'on appelle la torrentialité, qui est un des agents les plus actifs en montagne, ce qui nous ramène un peu vers l'érosion. Voilà, vers le début, les éboulis. Donc on s'attend à ce que dans le futur, qu'il y ait de plus en plus de phénomènes torrentiels, dans le futur, pour deux raisons. D'une part, les masses d'air chaud, on le sait bien, contiennent beaucoup plus d'humidité que les masses d'air froides, tempérées, hein. C'est une loi physique, hein. Une loi dite de Clausius-Clapeyron qui fait que voilà, ça renferme plus d'humidité, donc ça développe des averses beaucoup plus concentrées, hein. Et donc des phénomènes torrentiels. Et puis le fait que les glaciers se retirent et donc découvrent des masses détritiques. On en a un très bon exemple qu'on vient de citer auprès de Madame Carl. Et donc ça, c'est pris en charge par ces averses, par ces torrents, et ça peut développer des extrêmes très forts. On l'a vu avec la destruction de la route des Bans, ici, pas loin d'ici. Le Val-Louise a été en partie endommagé par la crue du Gire. Hein. Donc d'un côté on a l'Onde, de l'autre côté on a le Gire. Le pré Madame Carl a été en grande partie abîmé. Ça, c'est le torrent de Saint-Pierre, hein, qui sort du glacier noir et du glacier blanc. Donc on voit que ces phénomènes torrentiels deviennent de plus en plus forts, et c'est probablement, encore qu'il y a encore des discussions là-dessus, des débats, mais c'est probablement une conséquence du réchauffement climatique. Même si on ne peut pas tout mettre sur le compte du réchauffement climatique, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Ça, c'est important, et c'est ce que je dis souvent quand on me pose des questions. Quand on dit ça, c'est dû au changement climatique, il faut être prudent et faire ce qu'on appelle des
des études d'attribution. On attribue effectivement au changement climatique tel ou tel phénomène. Par exemple, quand tu as en haute montagne, tu as des parois qui s'effondrent, dû à la fonte du pergélisol, du permafrost, là tu peux dire c'est le changement climatique. Tu vois se multiplier ces écroulements. Quand c'est une grande paroi d'un massif préalpin, comme ce qui s'est produit en 1248. Au Granier. Le Granier, exactement. Bon, le Granier, il s'est effondré dans une période relativement chaude, qui est l'optimum médiéval, mais vraisemblablement, c'est pas un extrême climatique qui a déclenché un pareil cataclysme. Pareil Donc il faut être prudent. Voilà. Pareil pour un séisme en Chine. Voilà, exactement. On a... Il faut se dire qu'en montagne, et on revient à une question qu'on a abordée tout à l'heure, les phénomènes sont tous un peu atteignent des paroxysmes à cause de la pente, à cause des phénomènes gravitaires, etc. Donc il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas s'inquiéter, enfin plutôt s'étonner qu'il y ait des phénomènes extrêmes en montagne, c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc, c'est vrai que le réchauffement climatique pose suffisamment de problèmes, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est ça que quelquefois j'entends des journalistes qui disent « Ah, le réchauffement climatique, n'importe quoi est associé au changement climatique ». Je pense qu'il faut être un peu plus prudent et faire des études d'attribution justement pour dire oui, effectivement, on voit bien que sur les 20 dernières années, tel phénomène devient plus fréquent et plus intense. Alors là, effectivement, il y a une forte chance que le changement climatique soit pour quelque chose. Alors on est presque arrivé à notre conclusion. Bon, il fait encore... Moi, j'ai le Pelvoux juste en face, on a envie de rester face à ce décor. Bon, mais te donner la possibilité de répondre à une question que je n'ai pas posée. Alors, oh là là, ça c'est le plus dur ça. Ouais, c'est la question la plus difficile. Quels sont dans l'année qui vient, quel est le processus, mécanisme ou territoire de connaissance en général que tu voudrais développer? Toujours dans les phénomènes physiques en montagne. Alors, réponse? Eh bien, la réponse, c'est l'eau. Je m'intéresse beaucoup à l'eau, de plus en plus, et je lis beaucoup de choses sur l'eau. Et en lisant des choses sur l'eau, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de lacunes. Par exemple, comme tu le sais, il est fréquent maintenant, surtout les années très sèches, style 2022, été 2022. Tu vois des refuges qui manquent d'eau et qui sont obligés de fermer. Tu vois des pâturages qui manquent d'eau, les bêtes sont obligées de descendre. Plus vite. Tu vois des cours d'eau qui deviennent vraiment rikiki pendant l'été, au mois d'août, où il coule presque plus grand-chose, etc. Donc effectivement, le changement climatique repose toute la problématique de l'eau et de l'abondance de l'eau, et des déficits d'eau, bien sûr, c'est le revers de la pièce. Et je pense qu'effectivement, il faut s'intéresser maintenant, ça serait un peu si j'étais jeune, ce qui n'est plus le cas, mais enfin... Mais ça peut donner des idées. Voilà. Et quand il y a des gens qui me disent « J'aimerais bien travailler en montagne, qu'est-ce que je pourrais faire au niveau recherche ?» Je pense qu'il faut travailler un peu plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, sur ce qu'on appelle les aquifères. Les aquifères, c'est des zones qui sont assez perméables, c'est-à-dire, typiquement, il y a beaucoup d'eau en montagne à la fonte des neiges, entre mars et mai, ce qui donne une crue, la fonte des neiges, la crue nivale. Eh bien, ces aquifères se remplissent, et puis ces aquifères ont tendance ensuite à répartir l'eau qu'ils ont reçue tout au long de la saison chaude,
dans l'été jusqu'en septembre, jusqu'à l'automne. Et tu t'aperçois que quand l'aquifère est puissant, eh bien, les sources ne tarissent pas. Et pourquoi certains aquifères sont résistants, hein, c'est-à-dire qu'ils alimentent des sources qui sont intarissables. Typiquement, la Guisane, qui arrose Briançon, prend sa source sur un glacier rocheux qui date de 11 000 ans. On l'a daté. On l'a daté. Le Richard. C'est pas le Richard, c'est à côté. Son voisin. Voilà, c'est un voisin. Et, voilà, le Richard s'alimente plus côté Biard-la-Reine, tandis que ce glacier rocheux dit du Lautaret alimente plus côté Guisane. Et donc, qu'est-ce qui fait que certains aquifères comme ça sont résilients, c'est-à-dire alimentent des sources tout l'été, alors que d'autres... et ça se traduit au niveau des refuges. Pourquoi il y a des refuges qui ont de l'eau, qui ont de l'eau, alors que d'autres n'en ont pas, ou sont obligés parfois de fermer, comme le refuge de la Selle, au-dessus de Saint-Christophe-en-Noisant, qui manque typiquement qui manque d'eau. Voilà, donc c'est un peu une interrogation pour moi, justement. Quelles sont les formations géologiques en montagne qui constituent de bons aquifères sur lesquels on peut compter pour alimenter des sources qui sont pérennes et qui ne nous font pas faux bond avant le mois de septembre, octobre, lorsque de nouveau la neige tombe et puis alimente ces sources. Voilà, ça c'est une question qui me taraude beaucoup, sur laquelle je voudrais progresser, et je compte sur des amis qui sont gardiens de refuge pour faire et qui bénéficient de ces aquifères, pour faire des mesures toutes simples, hein, pour voir où se situe justement, qu'est-ce qui constitue ces aquifères. En général, ce n'est pas des formations géologiques anciennes, hein, sauf quand il s'agit de régions calcaires, hein, karstiques comme on dit. Hein. Mais généralement, c'est des formations récentes, quaternaires, qui ont 10 000 ans, pas plus. Hein. Certaines font des aquifères extrêmement résistants, comme les glaciers rocheux, même non actifs. Ouais. Même s'ils ont encore quelques petits noyaux de glace qui ont échappé depuis 10 000 ans aux périodes les plus chaudes. Et voilà, ça je trouve que c'est un sujet à la fois appliqué, intéressant, puisque les montagnes ont eu la réputation jusqu'à maintenant d'être des châteaux d'eau, et on s'aperçoit qu'il y a des faiblesses. Ouais. Donc, voilà. Alors ça me fait penser, je rebondis sur ce thème, au Ladakh, en Inde, ouais. L'invention, entre guillemets, de glaciers artificiels. Voilà. Ton sentiment sur ces glaciers, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut apporter? Ils ont tout compris, hein. C'est des gens qui vivent dans des régions extrêmement arides, hein, en montagne. Hein. Ils dépendent généralement de pluie, de mousson. Au Ladakh, la mousson qui vient du golfe du Bengale, elle est bien fatiguée quand elle arrive au Ladakh, parce qu'on est déjà en plein Tibet. Les précipitations hivernales, parce que la mousson alimente des précipitations estivales, mais les précipitations hivernales sont faibles. Hein, et donc, souvent, les Ladakhis manquent d'eau, donc ils ont cette idée de fabriquer des sources artificielles. Donc ils font des aquifères, en fait, ils fabriquent, c'est-à-dire qu'ils accumulent dans des dépressions de la glace, ils la couvrent de paille, de blocs, enfin tout ce qui peut permettre à cette glace d'échapper au rayonnement, hein, qui a fait fondre. En détournant un peu les ruisseaux vers voilà, les zones les plus exactement. Donc ce sont des petits glaciers artificiels, hein, et qui permettent, les années très sèches, de maintenir une ressource pendant toute la période la plus... Où c'est utile pour eux. C'est utile, c'est-à-dire essentiellement les mois hors mousson, ou quand la mousson
est très, très, très pauvre, quoi. Voilà. Et ça, c'est très bien. On a ce phénomène aussi un peu dans les Andes également. Voilà. Dans nos massifs, on a aussi des phénomènes comme ça, bien en dessous de l'étage glaciaire, ce qu'on appelle des glaciaires. Ouais. Et dans le Vercors, dans les dévoluis, on appelle ça les chourons. Ouais. On a ces petits glaciers, alors ça c'est des phénomènes naturels, hein, c'est la neige d'hiver qui est soufflée par le vent, qui s'accumule dans des puits, hein, dans des avennes, et qui se conserve ici, et ça alimente des sources, ça alimente, donc c'est une forme d'aquifère également. Voilà. Alors cette fois, avant de conclure, on pose une question, enfin tu poses une question, droit dans les yeux, à la prochaine personne que je rencontre, qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander? Voilà, ça c'est le plus difficile. C'est répondre à des questions, c'est souvent plus facile que poser des questions. Qu'est-ce que je... Bon, on va rester en montagne, hein. La question qui est liée à mon histoire et à ma passion aussi. Qu'est-ce que tu voudrais connaître quand tu te balades en montagne? On va dire par exemple dans la haute vallée de la Clarée, tu vas de Laval jusqu'au col du Chardonnay. Qu'est-ce qui t'intéresserait de connaître du point de vue du relief, des formes, des mécanismes? Et voilà, quelles sont les questions que tu te poses, si tu te poses des questions, mais je t'en pose une en tout cas. Et savoir, voilà, c'est pour un peu exciter ta curiosité sur les phénomènes qu'on peut rencontrer en montagne, parce qu'il y a des gens qui vont en montagne, mais qui courent, qui mettent des tampons dans les oreilles, ou des casques pour écouter des audiophones, qui mettent, on peut dire qu'ils se mettent en dehors de la montagne. Puis tu as des gens au contraire qui sont curieux, qui n'ont pas envie de marcher trop vite, et qui voient les fleurs, qui voient des trucs, etc., qui se posent des tas de questions. Voilà. Alors donc, voilà, tu vas de Foncouverte jusqu'au col du Chardonnay, et quelles questions tu vas te poser, voilà, en regardant toute cette superbe nature que tu as devant les yeux. Voilà. Eh bien, Bernard, merci de cette conversation très intéressante, dans l'air du temps, mais pas seulement dans l'air du temps, qui est vraiment qui est un enjeu important pour l'avenir. Oui, je pense que oui. On a énormément de chances de vivre en montagne. Eh bien, il faut en profiter pleinement, c'est-à-dire se poser des tas de questions sur elle, sur la montagne. Voilà. Et on a commencé à répondre modestement. Modestement. Voilà, il faut rester modeste parce que le champ scientifique qui se pose à nous est immense et va encore exciter la curiosité de générations futures de chercheurs, même quand il n'y aura plus de glaciers depuis longtemps. Merci. Voilà.